L'Institut Denis Failly des Entretiens du Futur. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Joël de René, qui a la gentillesse de nous recevoir et qui vient de publier 2020 les scénarios du futur aux éditions des idées et des hommes. Bonjour Joël de René. Bonjour. Je vous présente en quelques mots. Vous êtes biochimiste, scientifique. Vous présidez une société qui s'appelle Biotics International, qui s'occupe de conseils stratégiques et prospectifs dans le cadre des nouvelles technologies, dont les biotechnologies. Et vous êtes aussi actuellement conseiller scientifique de la Cité des Sciences de la Villette. Alors, on va revenir sur l'ouvrage, mais auparavant, j'aurais souhaité que vous me définissiez en un mot. Est-ce que vous définissez plutôt comme un prospectiviste, un pédagogue, un évangéliste des sciences et des techniques? Évangéliste, j'aime pas trop le terme, mais disons comme un pédagogue, sûrement, un prospectiviste aussi. Mon rôle, mon métier, c'est de faire comprendre le monde qui vient et d'aider les gens à le construire. Dans la première partie de l'ouvrage, vous abordez le thème de la complexité. J'aurais voulu très brièvement, parce que c'est vraiment un sujet qui serait très long à expliciter, mais qui est très passionnant, en quoi le macroscope, la complexité, la systémique, ça permet de penser le futur. Le monde est complexe, et pas doute, tout est interdépendant, chaque élément est organisé en couches concentriques, les molécules, les cellules, les organismes dans les populations, les villes, les systèmes économiques, les systèmes écologiques. Or, notre façon de voir le monde découpe en petits morceaux, ça s'appelle la démarche analytique, on doit se faire des cartes, il avait raison, mais il va nous aider à construire la science. Mais pour agir, on a besoin de réunir les éléments ensemble pour pouvoir rendre concrète son action. Et ça, c'est l'approche systémique par rapport à l'approche analytique. Et bien aujourd'hui, les deux se réunissent dans ce que l'on appelle les sciences de la complexité, qui étudient la complexité en tant que telle, avec des méthodes nouvelles, avec notamment aussi la simulation sur ordinateur, que j'appelle le macroscope, l'outil de la complexité par rapport au microscope, l'outil de l'infiniment petit, et le télescope, l'outil de l'infiniment grand. Donc avec ces outils, aujourd'hui, on peut aborder la complexité, alors que la complication, elle résiste à l'analyse, elle résiste à la synthèse. La complexité, ça devient un des grands enjeux du futur. Donc vous êtes aussi un fin observateur des nouvelles technologies, des TIC, comme on dit. Et je voulais savoir un petit peu qu'est-ce qui nous attend dans ces domaines-là, qu'est-ce que va être cet Internet du futur. Alors je sais que vous parlez d'objets cliquables, d'Internet des objets, est-ce que vous pourriez nous donner quelques éléments là-dessus? Comment vous dites? Pour simplifier, je vais dire que l'Internet va disparaître, et heureusement. C'est-à-dire qu'il sera fondu complètement dans l'environnement, comme aujourd'hui l'électricité. Il sera parti de tout. Partie du téléphone, de la télévision, des communications entre les personnes, de l'interactivité, du multimédia, de l'éducation, que sais-je, la météo. Il disparaîtra. On ne dira plus je vais voir ça sur Internet, je vais chercher ça sur ceci, sur cela. Les terroristes ont fait leurs revendications sur Internet. Ça fera partie de ce que j'appelle un écosystème informationnel dans lequel on baigne de plus en plus. En plus de ça, deuxième élément fondamental, les usagers, qu'on appelait jadis les consommateurs ou les internautes, deviennent ce que j'appelle des pronétaires, c'est-à-dire des consommateurs, des gens qui jouent un rôle sur la création de contenu numérique parce qu'ils ont des outils de plus en plus puissants. Et donc là aussi, le pouvoir Internet ne va plus être un pouvoir de diffusion, comme on le connaît pour la télévision, pour la radio, pour l'édition, pour la musique, mais un pouvoir transversal de médias des masses, où on va assister à toute une série de montées de nouveaux pouvoirs. Et enfin, troisièmement, je pense que l'Internet de 2020, et probablement même avant, va être notre environnement. C'est-à-dire notre environnement physique va devenir cliquable. En d'autres termes, aujourd'hui, quand on rentre sur Internet, on rentre par l'intérieur de 4 écrans. L'écran du desktop, l'écran du laptop, du portable, ou l'écran de son PDA qu'on a dans sa poche ou de son téléphone portable. C'est les petits écrans par lesquels on rentre dans un monde virtuel en cliquant sur des icônes avec des stylets ou avec des souris. Et je pense que la grande révolution d'Internet de demain, c'est que l'environnement va devenir l'ordinateur. L'environnement sera sensible à la présence des gens, les gens seront détectables quand ils le souhaiteront, et on pourra interagir avec cet environnement grâce à une télécommande très simple, un scanner et une souris qui sera toujours dans notre poche ou dans notre main, qu'on appelle le téléphone. Un sujet qui est extrêmement chaud, extrêmement d'actualité actuellement, c'est toutes les problématiques d'énergie et de développement durable, puisqu'on prévoit qu'en 2030, vous en parlez dans l'ouvrage, l'épuisement des ressources hydrocarbures. Alors, on parle beaucoup du nucléaire. Je voulais savoir un petit peu, très rapidement, quelles sont pour vous actuellement et à venir les énergies alternatives qui vous paraissent les plus sérieuses en termes de coût, rentabilité, les plus fiables. Parce que est-ce que le nucléaire est véritablement fiable et quelles sont les perspectives dans ces domaines? D'abord, pour le comprendre, il faut sortir de notre culture de la centralisation des moyens énergétiques et de la distribution. C'est comme pour l'Internet, dont on vient de parler, la centralisation pyramidale et la diffusion des moyens d'information. Donc pour l'énergie, nous sommes restés sur le concept des centrales hydroélectriques, centrales thermiques, centrales nucléaires, avec la distribution à des abonnés qui n'ont rien d'autre à faire que de payer leurs notes et d'utiliser évidemment l'électricité pour se chauffer ou pour s'éclairer.
La nouvelle notion que je mets en avant, c'est non pas celle de centrale, mais de décentrale. La décentrale, c'est un peu comme pour l'Internet, la possibilité pour les usagers de créer leur propre besoin d'énergie, de l'utiliser localement et de la partager de manière solidaire en réseau. C'est là où entrent les énergies renouvelables. Les énergies renouvelables sont les énergies les plus connues, solaires, sont au nombre de 5. Les énergies solaires, c'est les 2 directes, c'est-à-dire le thermique et le photovoltaïque, et les 3 indirects, que sont la biomasse, photosynthèse, ensuite on peut brûler le bois par exemple, l'hydroélectrique, le soleil évapore de l'eau qui se condense en nuages, retombe dans les montagnes, on capte l'eau dans des barrages, on fait tourner des turbines, et puis le vent, l'énergie éolienne. Donc ces 5 énergies-là, on ne peut pas les comprendre en les opposant filière par filière au nucléaire ou à la houille, au charbon. On ne peut les comprendre qu'en les intégrant dans une matrice multimodale, où selon les cas, c'est l'une qui sera plus utile, 2 en interdépendance, liées aux économies d'énergie, à la bioclimatisation, à l'orientation des bâtiments par rapport au soleil, à la géothermie, à l'énergie des vagues, etc. Donc il faut comprendre les énergies renouvelables dans une vision de décentrale, d'interconnexion de ces décentrales entre elles et d'économie d'énergie. Pour ce qui me paraît le plus intéressant pour l'avenir, ce sont bien entendu les biocarburants, les biodiesels, sauf qu'il faut bien prendre en considération le rendement énergétique. Oui. Parce que pour fabriquer des biocarburants, notamment du bioéthanol, il va falloir dépenser de l'eau, des engrais, des pesticides, de l'énergie en amont. Il faut rentrer tout ça dans le bilan énergétique qui n'est pas tout à fait favorable encore pour le moment. Et puis il y a le vecteur du futur qui est quand même l'hydrogène. L'hydrogène avec les piles à combustible est quand même le vecteur du futur dans la mesure où si on obtient suffisamment à bas coût de l'hydrogène, ce qui n'est pas encore le cas, si on peut le stocker, c'est pas facile, si on peut le distribuer, c'est encore un problème, dans des réservoirs des voitures par exemple, mais je peux en parler plus en détail, mais dans le livre c'est assez bien expliqué, l'hydrogène devient un vecteur absolument idéal puisque on peut faire fonctionner une pile à combustible en combinant l'hydrogène et l'oxygène de l'air qui redonne de l'eau et de l'électricité pour faire marcher une voiture avec une batterie rechargeable ensuite. L'idéal dans le futur ce serait des voitures hybrides. Il en existe déjà, j'en ai une. C'est une voiture qui se nourrit à l'essence, mais en fait le moteur thermique recharge en permanence une batterie sans qu'on ait besoin de la recharger. Mais l'idéal, c'est déjà les nouvelles qui vont sortir, c'est-à-dire les voitures hybrides, flex-fuel, plug-in, si je me permets de prendre ces termes anglo-saxons. Flex-fuel, c'est-à-dire que ces voitures hybrides n'utiliseront pas seulement de l'essence, mais des biocarburants divers. Et plug-in, ça veut dire que quand elles sont dans le garage ou dans la rue, on peut les recharger. Et par conséquent, on a là une flexibilité tout à fait extraordinaire qui marquera la transition dans les 10-15 prochaines années avec les voitures marchant à l'hydrogène et à pile à combustible. Vous abordez, vous parlez d'hydronet aussi, en prenant un peu la métaphore d'Internet, système de peer-to-peer, rapidement. Bon, alors très rapidement, je pense qu'exactement le modèle de l'hydronet, c'est celui de l'Internet, c'est-à-dire que l'Internet, c'est aujourd'hui un réseau distribué, où les gens peuvent produire leur information et l'utiliser, donc ils sont producteurs et consommateurs. Le concept de l'hydronet ou de l'hydricité, comme l'électricité, c'est la possibilité pour les gens qui ont des piles à combustible, soit domestiques, soit dans leur PME, soit dans leur voiture, quand ils ne l'utilisent pas, de rebrancher cette pile à combustible ou ces générateurs d'électricité sur le réseau. Le réseau va s'adapter à la demande et à l'offre et redistribuer l'énergie en fonction des besoins. C'est ça le concept de l'hydronet et de l'hydricité par rapport au système de centrale actuel qui est vraiment complètement dépassé par rapport à la capacité de régulation informatique dont on dispose pour tous ces réseaux énergétiques.